Activité 13. J'aimerais beaucoup créer un livre photo, mais je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Pourriez-vous me donner quelques conseils? Avec grand plaisir. Pour commencer, cliquez sur le bouton « Voir les livres photos CV » dans l'interface du logiciel. Le programme vous demandera alors de choisir la catégorie de livre photos CV qui vous convient. Format XXL, grand format, petit format, sur papier brillant ou sur papier photo, puis le format. Par exemple, le livre photo CV A4 portrait se trouve dans la catégorie grand format. C'est maintenant que je clique sur « Créer maintenant » ? Exactement. Vous pouvez alors choisir d'utiliser un assistant d'aide ou de réaliser votre livre sans assistant. Vous chercherez ensuite le dossier de vos photos préalablement créé sur votre ordinateur, puis à le glisser-déposer au centre de la fenêtre. Dois-je définir le nombre de pages et le nombre de photos par page, ou cela se fait automatiquement? Non, c'est à vous de le définir. De même que vous pourrez choisir une mise en page qui évoquera le type d'événement ou l'ambiance de votre création. Voyage, famille, fête. Mais vous pouvez également créer votre propre modèle si vous préférez. Et pour la couverture, ai-je la possibilité de la choisir? Oui, le logiciel vous invite à sélectionner le type de couverture, puis à donner un titre à votre livre photo CV. Peut-on aussi ajouter des commentaires, des clip art ou des passe-partout? Bien sûr, mais vous devrez le faire manuellement. C'est d'ailleurs le moment où vous laisserez s'exprimer votre âme d'artiste. Et attention, comme pour tout travail effectué sur ordinateur, pensez à sauvegarder régulièrement vos modifications pour créer votre livre photo CV à votre rythme. Merci beaucoup. Je vais m'y mettre tout de suite. Activité 14. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on mange, Lou? Tu vas être content. Un de tes plats préférés. Du magret de canard avec des pommes de terre sarladaises. C'est aussi le plat préféré de la majorité des Français. Comment tu sais ça? Ils en ont parlé ce matin aux infos. C'est un classement, après enquête, des 10 plats préférés des Français, âge et régions confondues. Beaucoup sont des plats savoureux et conviviaux, des plats à partager. Il y a des plats régionaux? Les Français aiment bien les traditions en cuisine. Bien sûr. Par exemple, le Nord est représenté par les moules frites, classées en 2e position. Ou encore la Savoie et la Franche-Comté avec la raclette, d'origine suisse mais adoptée depuis longtemps. Elle est classée avant-dernière, juste avant les tomates farcies, un des plats si parfumés de Provence. Ça me donne faim tout ça. On passe à table? Dans 5 minutes, ce sera prêt. J'y pense. Qu'est-ce que je prépare pour dimanche? Il y aura ta sœur avec les enfants et aussi ma mère. Pourquoi pas un de tes bons plats mijotés? Un bœuf bourguignon? Encore un bon plat régional, classé 8e. À moins que tu ne préfères une blanquette de veau, 4e de la liste. Peut-être. On n'en a pas mangé depuis quelque temps. Mais c'est beaucoup de préparation. Dans ce cas, pour revenir au plat préféré des Français, je te propose une belle côte de bœuf classée 5e, ou son successeur dans la liste, le traditionnel gigot d'agneau du dimanche. Les enfants l'aiment bien, même si cette enquête déclare que le steak frites est leur plat préféré et qu'elle le classe 7e. J'ai une idée. Et si on demandait à Françoise de t'aider à faire un couscous? Bien sûr, ce n'est pas un plat français. Mais pourquoi est-ce que tu ris? Parce que c'est le 3e plat préféré des Français. Tu sais, maman sera ravie. Ça lui rappellera le pays de son enfance. Activité 15. Alors Isabelle, et ce week-end prolongé en Auvergne, comment ça s'est passé? Nous avons eu beau temps et nous en avons bien profité. Promenade dans Clermont-Ferrand, ascension au sommet du Puy de Dôme par le nouveau petit train, promenade aussi dans la chaîne des Puys. Nous avons même joué au coutelier. Vous êtes donc allé à Thiers? Oui, le samedi. Ma cousine Laure y était allée l'an dernier. Elle avait été si contente de sa journée qu'elle m'a persuadée d'en faire autant. Quel a été le programme de votre journée? Il y a 3 semaines, j'avais téléphoné à une coutellerie pour nous inscrire à une de leurs séances de fabrication du couteau Le Thiers. Comme Gérard voulait visiter la ville et que la séance de 14 heures était complète, je n'ai donc pas choisi celle de 10 heures, mais celle de 16 heures. Je connais Thiers. C'est une ville très intéressante, riche de son histoire. Vous avez aimé? Oui, beaucoup.
Nous avons eu le temps de nous promener, de voir le musée de la coutellerie et de manger une excellente truffade dans un petit restaurant du centre. Après, nous sommes allés à la coutellerie. Qui a fabriqué un couteau? Gérard et moi, nous avons fabriqué chacun notre tiers. Toutes les étapes sont bien expliquées. D'abord, nous avons mis un tablier et des lunettes de protection et nous nous sommes familiarisés avec les outils. Puis nous avons pris en main les pièces, nous avons percé la lame et le manche en bois d'olivier, nous avons alors assemblé et monté les pièces, nous avons fixé fermement le ressort et la lame, nous avons posé les rivets et vérifié le montage. Nous avons enfin poli soigneusement la lame et gravé notre prénom. Tiens, regarde le mien. Oh, il est beau! Oui, il n'est peut-être pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait. Et pour 40 € chacun, la séance avec le couteau, nous avons passé une très bonne après-midi. Activité 16. Bonjour Madame Thierry. Déjà dans le parc avec votre petite fille? Il est à peine 8 heures. Oui, il fait si chaud depuis 2 semaines. Elle a seulement 18 mois, Madame Berthet. Elle est encore bien petite. Les jeunes enfants sont fragiles. Vous avez raison. Il vaut mieux la sortir tôt le matin. Je la sors aussi un peu le soir. Et quand je suis obligée de la sortir dans la journée, je lui passe une crème solaire et je lui mets une petite robe ample et un chapeau en toile. Je fais en sorte de rester le moins longtemps possible dehors. Il ne fait pas trop chaud chez vous? Non, heureusement. L'appartement est frais. Et je la rafraîchis souvent avec un brumisateur. Je la fais boire aussi plus souvent. Je vois que vous êtes bien au courant de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas aussi facile avec mes parents. Ils sont âgés? Ils ont 84 et 86 ans. J'ai la chance d'habiter près de chez eux. Je peux passer les voir au moins le matin et le soir, en partant et en revenant du travail. Et je les appelle dans la journée. Mais je dois parfois me fâcher. Je vous comprends. Ma grand-mère dit n'avoir jamais chaud. Les personnes âgées ne ressentent pas la chaleur comme nous et ils ne boivent pas assez. Mes parents ont enfin compris qu'il fallait fermer les volets dans la journée et aérer pendant la nuit. Ils utilisent aussi plus souvent le ventilateur. Mais je dois parfois insister pour qu'ils boivent plus souvent, mais sans exagérer. Je veille aussi à ce qu'ils continuent de s'alimenter normalement. Mais comme ma mère est assez gourmande, ce n'est pas vraiment un problème. Elle prépare de grandes salades et plus de plats de poisson que de viande, parce que c'est plus léger. Ils ont de la chance de vous avoir. Quoi qu'il en soit, espérons qu'il va faire moins chaud. Activité 17. Allô Annie? Tu viens avec moi courir autour du lac? À 10 heures, ça te va? Je suis désolée, ce matin je ne peux pas. Je suis en plein rangement de mes placards. Je ne sais plus où mettre mes vêtements. J'en ai que je ne porte plus. Il y en a même que je viens de retrouver et que j'avais oubliés. Qu'est-ce que tu fais des tiens, Chantal? Ça dépend. S'ils sont en bon état, je les vends et avec l'argent, je renouvelle un peu ma garde-robe. Tu les vends en ligne? J'ai entendu parler de quelques sites, mais ça ne m'attire pas. Une de mes amies a eu des problèmes avec son acheteur. Oui, ça arrive parfois, même si c'est plutôt rare. Je connais un site sérieux où je vends quelquefois. Je vais aussi dans un dépôt-vente qui s'occupe de vendre à ma place. C'est assez pratique. Il existe aussi des friperies, mais je n'aime pas beaucoup. En fait, c'est peut-être le nom qui ne me plaît pas. Pour moi, ce ne sont pas des fripes que je vends, mais des vêtements, même s'ils ne sont plus à la mode. Quand ils sont un peu ou trop usés, je les mets dans un sac et je les dépose dans une borne de collecte. Ils sont alors recyclés. Moi, je n'en ai jamais vendu. Je préfère donner. La plupart du temps, je les propose à des personnes que je connais et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Si ces vêtements leur plaisent et leur vont, je les leur donne. Mais j'y pense. Tu vas bien à la recyclerie? Quand je vais à la déchetterie, je leur laisse les objets qui peuvent être recyclés. Mais pas de vêtements. Tu sais, comme Claude, notre ami du club de gym, s'occupe du secours populaire, je lui remets les vêtements que je ne porte plus, ou encore je les donne à la Croix-Rouge. Je reconnais là ta générosité. Allez, je te quitte, je vais courir. Et bon rangement. Activité 18. Jacques, tu as de la petite monnaie?
Tu pourrais me changer ces 2 pièces de 2 euros? J'ai ce qu'il te faut. Tiens, voilà. Je te les change bien volontiers. Surtout si elles valent 200 ou 2000 euros. Tu plaisantes ou quoi? Comment est-ce qu'elles peuvent valoir de 100 à 1000 fois leur valeur? Non, non, c'est vrai. C'est ce que je viens d'apprendre par hasard sur un portail de numismatique qui a dressé une liste des pièces les plus précieuses pour les collectionneurs. Mais la pièce de 2 euros est très courante. Toute l'Europe en édite. Oui, mais il y a des éditions limitées ou des éditions commémoratives spéciales, comme la pièce vendue en 2007 dans la principauté de Monaco qui vaut 2000 euros. C'est une pièce éditée en hommage à Grace Kelly à l'occasion du 25e anniversaire de sa mort. Et à quoi on les reconnaît, ces pièces? Regarde tes pièces. Tu as le côté face, là où chaque pays imprime une effigie de son choix. Par exemple, le roi pour l'Espagne. Et l'autre côté, le côté pile, qui est le même pour tout le monde, le 2 avec la carte de l'Europe. Pour les pièces commémoratives, l'effigie change. Il y a d'autres cas où les pièces prennent de la valeur? Oui, les collectionneurs recherchent par exemple les pièces éditées à Saint-Marin, ou dans l'État du Vatican, car ce sont des éditions limitées. Ces États ne font pas partie de l'Europe, mais ont adopté l'euro comme monnaie. Et il y a aussi des erreurs qui donnent une valeur particulière aux pièces. Des erreurs de quel type? Eh bien, l'Allemagne a forgé en 2008 une pièce sans carte de l'Europe qui vaut maintenant environ 50 euros. Comme la pièce éditée en 2005 en Belgique pour la réouverture de l'Atomium de Bruxelles, elle aussi sans carte de l'Europe. Bon, ce n'est pas le cas des miennes. Mais je vais faire attention aux pièces de 2 euros maintenant. 2. Comprendre des émissions de radio et des enregistrements. Activité 1. À la veille des premières assises de la Fondation Nestlé France, le repas gastronomique français avait été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mais cette reconnaissance patrimoniale s'accompagne de ce qu'on appelle le devoir de transmission. Et dans les familles, la transmission passe d'abord par l'assiette. C'est ce que nous révèle l'enquête publiée en novembre 2011 par la Fondation Nestlé. 87% des personnes interrogées affirment manger des plats dont la recette vient de leurs grands-parents. Au cours des 2e assises de la Fondation Nestlé qui ont eu lieu sous sa présidence, Éric Orsena parle de la transmission en ces termes. Quand on parle de transmission, on pense tout de suite à cette forme de transmission verticale qu'est la succession. En général, pour ce qui concerne l'alimentation et dans tous les pays du monde, cette transmission des recettes ou des manières de cuisiner est assurée par un relais de mère en fille. Ce n'est toutefois pas toujours vrai. Quand je me demande ce que je laisserai à mes enfants, je suis presque sûr qu'ils garderont de moi certaines recettes de beurre blanc à l'échalote, une manière particulière de faire pour l'été, un bœuf mode en gelée, et un lait aillé qui accompagne particulièrement bien certaines recettes de coquelets. Ce qui montre que cette transmission n'est pas forcément le fait des femmes. À l'heure des familles éclatées et recomposées, la cuisine reste un élément qui rassemble, qui structure le clan. Une bonne dose de tradition, un soupçon de nostalgie, un zeste de valeur. Les enfants en raffolent et tendent leur assiette. Activité 2. Gérard Mermet, sociologue et auteur de Francoscopie depuis plus de 20 ans, décrit et décrypte les attitudes, les comportements, les opinions et les valeurs des Français dans tous les domaines de la vie quotidienne. Dans son chapitre consacré aux loisirs et aux vacances des Français, il explique qu'on peut distinguer les principaux lieux et les moments de vacances en leur attribuant une couleur symbolique de ce que chaque type évoque dans l'imaginaire du vacancier. Le tourisme vert, appelé aussi tourisme rural, de campagne ou agritourisme, est motivé par la recherche de la nature et du calme. Il se caractérise par une durée de séjour plus courte que pour les autres destinations, le temps de se ressourcer à la vue des arbres, des fleurs ou de l'eau des rivières. Le tourisme bleu, lui, est orienté vers la mer, mais aussi plus largement vers l'eau sous toutes ses formes, lacs, rivières, torrents. Il est aussi à l'origine de l'intérêt pour la thalassothérapie, la croisière ou le tourisme fluvial. Le tourisme blanc est celui qui conduit vers la pureté et la froideur des montagnes enneigées en hiver, parfois aussi en été, si l'on recherche des neiges éternelles, qui forment un contraste saisissant et rassurant avec le monde de l'éphémère. Le tourisme gris est celui pratiqué dans les villes.
il est plus sensible à l'artificiel qu'à l'authentique, qu'à la nature. On peut ajouter à la palette le tourisme jaune, qui conduit le voyageur dans le sable des déserts avec sa solitude habitée par une nature peu visible mais présente. Enfin, le tourisme multicolore est celui des circuits qui permettent de mélanger quelques-unes des couleurs offertes aux voyageurs. Bleu aquatique, vert campagnard, blanc montagnard, jaune désertique, gris urbain. Un arc-en-ciel de sensations. Activité 3. Depuis quelque temps, on a vu apparaître une étiquette verte sur des centaines d'articles. Denrées alimentaires, mais aussi shampoings, rames de papier, bouteilles de gaz et même portes et fenêtres. Le but ? Nous renseigner sur leur impact environnemental. Cette initiative du ministère de l'Écologie vient en application du Grenelle de l'environnement et est réalisée avec des entreprises volontaires, des fabricants et des distributeurs. Cette opération a été mise en œuvre pour une période expérimentale d'1 an et annonce peut-être la généralisation, à plus ou moins long terme, de l'affichage vert sur tous les articles de consommation. L'étiquette verte tente de chiffrer l'impact de l'ensemble du cycle de vie d'un produit depuis sa fabrication sur 3 points clés. Les émissions de gaz à effet de serre, et donc principalement de gaz carbonique, l'impact sur la pollution de l'air ou de l'eau, et le poids dans la consommation des ressources naturelles comme le pétrole, le bois, l'eau, etc. Ces critères varient d'après les familles de produits. Une bouteille de jus de fruits n'a pas les mêmes indicateurs qu'un vêtement, et chaque fabricant ou distributeur est libre de présenter l'information comme il le souhaite. Certaines enseignes ont choisi de simplifier l'étiquetage. Casino, par exemple, réunit les 3 indices en un seul chiffre indiqué sur les produits vendus sous sa marque, sous forme d'un pourcentage pour 100 grammes. Plus le chiffre est faible, plus l'impact sur l'environnement est réduit. Pour obtenir des informations détaillées, il suffit de flasher le code 2D imprimé sur l'emballage avec son smartphone. Si certaines formules ne sont pas claires, on peut aussi obtenir des explications complémentaires sur le site internet du fabricant ou du distributeur concerné. Activité 4. Les souvenirs de David Fenkinos. Mon enfance est une boîte pleine de nos souvenirs. Ainsi parle le narrateur alors qu'il vient d'enterrer son grand-père. C'est l'occasion pour lui de repasser le film de cette enfance aux côtés de ses aïeuls, dont il retrace l'existence par bribes. Il pleuvait tellement le jour de la mort de mon grand-père que je ne voyais presque rien. Perdu dans la foule des parapluies, j'ai tenté de trouver un taxi. Je ne savais pas pourquoi je voulais à tout prix me dépêcher, c'était absurde. À quoi cela servait de courir ? Il était là, il était mort. Il allait à coup sûr m'attendre, sans bouger. 2 jours auparavant, il était encore vivant. J'étais allé le voir à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre avec l'espoir gênant que ce serait la dernière fois. L'espoir que le long calvaire prendrait fin. Je l'ai aidé à boire avec une paille. La moitié de l'eau a coulé le long de son cou et mouillé davantage encore sa blouse, mais à ce moment-là, il était bien au-delà de l'inconfort. Il m'a regardé d'un air désemparé, avec sa lucidité des jours valides. C'était sûrement ça le plus violent, de le sentir conscient de son état. Chaque souffle s'annonçait à lui comme une décision insoutenable. Je voulais lui dire que je l'aimais, mais je n'y suis pas parvenu. J'y pense encore à ces mots et à la pudeur qui m'a retenu dans l'inachèvement sentimental. Une pudeur ridicule en de telles circonstances, une pudeur impardonnable et irrémédiable. J'ai si souvent été en retard sur les mots que j'aurais voulu dire. Je ne pourrai jamais faire marche arrière vers cette tendresse. Sauf peut-être avec l'écrit, maintenant. Je peux lui dire, là. David Fenkinos, né en 1974 à Paris, est un romancier français. Avec son frère Stéphane, il a tourné une adaptation de son roman « La délicatesse » pour le cinéma. Le film est sorti sur les écrans en décembre 2011.